Chapitre 3. Comment se reconstruire pour reconstruire. Boris. Nous parlions tout à l'heure des épidémies du passé. Ce qu'il faut voir, c'est aussi comment celles-ci ont transformé les sociétés dans lesquelles elles ont sévi. En 1348, par exemple, la peste fait des ravages et 2 ans plus tard, un Européen sur 2 est mort. Après ces vagues épidémiques, une nouvelle culture est apparue. Il y avait tellement eu de victimes qu'il fallut courtiser les paysans survivants, les préserver pour qu'ils se remettent à cultiver et que tout le monde ne meure pas de faim. Ces personnes n'avaient aucune valeur avant l'épidémie. Ils étaient simplement des serfs vendus avec la terre. Après cette peste, le servage avait disparu et ils étaient devenus des hommes importants. Cela me rappelle un peu ce qui est en train de se passer. On veut revaloriser le salaire et la formation continue des assistantes maternelles, des brancardiers, de toutes ces personnes qui ont déjà reçu un début de reconnaissance. C'est un effet de renaissance sans débat. Un autre effet des vagues de peste se traduit par une sorte de renouveau artistique. Avant la Grande Peste, l'art n'était que religieux. Mais la maladie a eu un effet particulier, car les gens qui avaient survécu étaient ceux qui s'étaient cloîtrés, confinés chez eux. Non par science, mais parce qu'ils craignaient de sortir et de côtoyer la mort, qui était extérieure. Tout de suite après, on a vu apparaître la beauté des maisons, les peintures de gibier, de fruits, de légumes, les tapis sur les tables. L'art est devenu domestique. Xavier. Il est vrai que nous sommes tous, dans une certaine mesure, les descendants de survivants de ces vagues de peste. À la fois dans notre immunité, certes, on sait que la génétique peut faire évoluer notre vulnérabilité à un virus, mais aussi, en luttant pour survivre, faire évoluer notre façon de penser matérielle et artistique. Car si une épidémie peut tuer 20 à 30% de la population, ce n'est pas pour autant la fin du monde. Les XIIIe et XIVe siècles ont été en Occident une époque de grand renouveau, sorte de résilience civilisationnelle. À nous de voir ce que deviendra la société après cette pandémie moderne. Cela me rappelle ce qui s'est joué juste après la guerre en 1945. Les Français qui sortaient de la résistance pendant laquelle ils avaient rêvé de systèmes politiques différents ont inventé la PMI, la protection maternelle infantile. Le monde entier venait voir ce modèle innovant et original. La PMI avait pour objectif la sécurité de l'enfant, certes, mais aussi celle de la mère. Pour la première fois, on insistait sur la relation mère-enfant jusqu'à 18 mois ou même 2 ans, et les assistantes sociales allaient dans les foyers pour observer comment ça se passait entre les parents et les enfants. Cela a permis un développement du lien materno-infantile. Aujourd'hui, l'urgence est d'inventer une 2e génération des PMI. Boris. Je suis désolée, mais nous sommes vraiment d'accord. On aura du mal à se disputer, toi et moi. Après la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale, est aussi née la sécurité sociale, une utopie qui semblait incroyable, mais qui s'est pourtant réalisée de manière merveilleuse. Alors que le pays était ruiné, un ouvrier des chantiers navals de la Seine-sur-Mer, Ambroise Croizat, entouré de 3 ou 4 ouvriers communistes, a imaginé ce système de protection des individus. De Gaulle a adopté l'idée et leur a donné des administratifs pour les aider à le mettre sur pied. Ce modèle nous est maintenant envié par la plupart des pays, y compris les États-Unis. Alors oui, chaque catastrophe peut nous amener à mettre en place des choses qui étaient impensables auparavant. Car si le concept de résilience vaut au niveau de l'individu, il s'applique aussi à la société. La catastrophe, ce n'est pas le désastre. On part dans une direction quand soudain il se passe quelque chose, puis la vie reprend son cours, mais d'une autre manière. C'est ce qui fait avancer les sociétés. Beaucoup de biologistes pensent même que l'évolution a eu lieu à travers des catastrophes successives. On parle de résilience naturelle. Et la sécurité sociale qui nous protège et joue un grand rôle dans notre espérance et notre qualité de vie en est bel et bien un exemple. Xavier. Tu sais, nous avons eu le privilège rare, toi et moi, de parcourir un monde qui se transformait. Avec Médecins sans frontières, je suis allée dans tous les endroits de changement, de conflits, mais aussi dans les camps de réfugiés. Je crois avoir été témoin de grands bouleversements, de multiples guerres en Afrique, Asie, Amérique centrale ou Amérique du Sud. Comment les gens ont-ils récupéré ? Comment ont-ils grandi avec ça ? On a aussi mis les mains dans le cambouis, parfois maladroitement pour moi. Par exemple, j'ai appris la médecine de catastrophe, la médecine de masse avec le minimum d'outils. Ce sont des choses qui n'existaient pas encore, qu'on ne pouvait même pas imaginer. On a eu ce privilège, n'est-ce pas Boris ? Parce qu'on est âgé. Voilà, c'est le don pour l'automne, voire l'hiver de notre vie, d'avoir ramassé cette moisson et ainsi avoir un point de vue pour le futur. L'avantage de la liberté d'être vieux, d'avoir vécu, c'est que ça vous met un pied en dehors. Nous pouvons apercevoir les pistes, les traces qui sont en train de s'imprimer.
Cela devrait être le rôle des médias, mais ils ne sont pas ainsi faits. Appliqués à ne découvrir que ce qui est conforme à ce qu'ils savent. Le reste, ce qui est différent, les dangers qui ne sont pas encore existants, ils ne peuvent pas les voir. Or, toutes ces choses invisibles se passent, mais on ne peut pas toujours les percevoir parce qu'on n'a pas les moyens de les regarder. Pour ma part, je sais que beaucoup d'innovations pointent à de belles idées germent. Au cours de cette crise, de petites portes s'ouvrent et on y voit, toi et moi, des étincelles qui éclairent sur ce qui va se passer. Boris, on va transformer ces étincelles en flammes. Xavier, serons-nous à la hauteur à la sortie de ce grand bouleversement, ou plutôt de ce cheminement, car il n'y aura pas de sortie triomphale. Les jours heureux ne reviendront pas, ce seront d'autres jours, le bonheur sera à reconstruire. J'espère et je souhaite que ne réapparaîtra pas la société d'avant la crise, et c'est tant mieux. Elle générait trop de misère au profit d'un trop petit nombre de privilégiés. Cette épreuve de notre société a vécu, c'est une initiation, et l'initiation ne revient pas à l'état antérieur. On a acquis quelque chose et on avance. J'ai constaté cela tout au long de ma vie. Je revois mes camarades de Médecins sans frontières à leur arrivée, tout frais et moulu. Quelques semaines après, ils avaient été mis à l'épreuve de l'éloignement, du danger, et en ressortaient tout à fait différents. Car l'épreuve nous change, à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective. Il ne fait pas de doute qu'après cette crise, nous serons métamorphosés, en meilleur ou en pire, mais que cette transformation nous sera sans doute nécessaire pour affronter les prochaines épreuves qui attendent notre société. La pression du changement climatique commence à être visible à l'échelle humaine, avec ces grands incendies, les saisons qui bougent, la fonte des glaciers. Donc, il nous faut avancer, et c'est très bien. Parce que comme tu le disais, nous vivions déjà dans une société traumatisante, pathogène. L'épidémie est arrivée dans nos vies dans un moment bien difficile. Une société en crise avec la violence urbaine, les fractures sociales, la perte d'un projet commun d'appartenance, la crise de l'éducation, la crise environnementale, les grandes questions actuelles sur le GPA, grossesse pour autrui, l'euthanasie, le chômage, les attentats, la faiblesse de l'autorité et la perte de crédibilité du politique. Boris, je pense comme toi que l'évolution ne connaît pas la marche arrière. Cette catastrophe n'est pas seulement virale, mais aussi psychologique, sociale, économique. Le retour à l'état antérieur me paraît à la fois impossible et peu souhaitable. Pourtant, le monde économique souhaite ce retour au monde d'avant, avec un rebond même de l'économie pour certaines entreprises qui les ont déjà obtenus. Beaucoup le souhaitent. Pour ma part, je suis plus mesurée. Si on se remet à consommer et à circuler autant qu'auparavant, sans limite, on va recommencer à fabriquer des virus et à les transporter. Et il faudra repartir à zéro. Car lorsque l'on entend dire que le virus c'est la nature, c'est faux. Le virus, ce n'est rien sur le plan naturel. Biologiquement, c'est 15 gènes qui composent un segment d'acide ribonucléique enveloppé par une capsule lipidique. Donc, du point de vue biologique, ce n'est rien. L'essentiel est un problème de civilisation. Pourquoi est-ce que l'on consomme tant ? Pour suivre ce rythme, il faut qu'il y ait des élevages énormes et que tous les végétaux soient consacrés à nourrir les animaux que l'on va manger. Il faut que l'on prenne des avions pour circuler, pour partir en vacances ou pour travailler. Et c'est comme cela aussi que l'on transporte les virus. Ce problème de pandémie est un minuscule problème biologique, mais un immense problème de civilisation. Cela doit nous servir de socle pour une réflexion sur la société de demain. Comment agira-t-on quand le virus sera éteint ? Est-ce que l'on va recommencer à faire d'énormes élevages, à dépenser en équivalent carbone 2 fois le tour de la Terre en avion pour qu'un beefsteak arrive chez un boucher parisien ? Est-ce que l'on va recommencer à consommer inutilement, à gaspiller ? Ou est-ce que l'on va enfin changer de mode de consommation ? Est-ce que l'on va continuer à passer ses vacances en Thaïlande ? Ou est-ce que l'on va redécouvrir la maison de grand-mère ? Xavier, je te rejoins complètement sur ces questions. Les nouveaux virus, qui sont en fait aussi anciens que l'humanité, sont nouveaux dans la mesure où ce sont nos comportements, notre culture, nos manières de vivre qui leur donnent la chance d'entrer en scène. Le sida a été, depuis les temps immémoriaux, caché dans les forêts du Cameroun, et ce sont des forestiers au début du XXe siècle qui, en mangeant de la viande de brousse, ont accidentellement introduit chez les humains un virus du singe et lui ont permis de franchir la barrière des espèces. Ebola, la fièvre mortelle, dormait dans les clusters des clairières des forêts d'Afrique centrale, et ce sont les déboisements qui lui ont donné la chance de retrouver des hôtes intermédiaires et de passer à l'homme. Cela s'est produit là-bas, au nord du Zaïre, près de la rivière qui lui a donné son nom. Certains pensent que le virus du Covid a pu s'échapper d'un laboratoire chinois à Wuhan, où des médecins bricolaient sur lui pour le booster, ou par jeu, pour voir. Pourquoi pas ? Des accidents, il s'en produit toujours à la longue. Mais cela ne change rien au fait que, comme pour tous les autres virus, ce sont nos comportements qui l'ont réveillé et ont fait sauter la barrière de l'espèce.
Déforestation, élevage géant, concentration urbaine, impact de l'activité humaine sur le climat, tout peut entrer en ligne de compte. Il nous faut maintenant une écologie de la santé, comprendre que la transmission et l'évolution de nos maladies sont dépendantes des autres espèces qui nous entourent, mais aussi de nos organisations sociales et culturelles, de notre façon de nous alimenter et de produire cette alimentation, ou encore de notre accès aux soins. Bref, de notre environnement. Sans compter qu'avec le réchauffement climatique et la fonte du permafrost, des virus très anciens qui dormaient sous les étendues gelées pourraient se réveiller. Dans le domaine bactérien, on sait bien que des pathogènes comme le charbon peuvent rester des années dans la terre et être encore virulents. Je crois que ce virus est arrivé à point pour que l'on change radicalement et profondément, même si cela se fait au prix de la souffrance. Mais nous ne sommes pas outillés de la même façon, et ceux qui peuvent voir le futur et le construire ne sont pas les mêmes que ceux qui en seront victimes. Boris. Parmi les grands changements que l'on peut voir poindre, je constate qu'un bouleversement des valeurs est en train de s'opérer depuis quelques années. Et cela devrait encore s'accentuer, car on observe une modification des enjeux sociaux après chaque trauma. Par exemple, presque la moitié des personnes qui ont développé un syndrome post-traumatique après avoir subi les attentats du Bataclan ont non seulement changé de métier, mais aussi de manière de vivre. Ils ont choisi des professions plus équilibrées, où la réussite sociale n'est plus la valeur suprême, et laisse une place au bien-être, aux amis, à la famille. Quand ceux qui ont été traumatisés se remettent à vivre, c'est-à-dire quand ils déclenchent un processus de résilience, on les entend dire « je ne rappellerai plus jamais une occasion de dire à quelqu'un que je l'aime ». C'est une autre manière d'exister qui se met en place avec d'autres valeurs. La crise sanitaire que nous avons vécue est aussi un traumatisme collectif. Ce bouleversement de notre façon de vivre devrait avoir un vrai retentissement dans l'existence de chacun au niveau du couple, de la famille, du travail, de la scolarité. Quand j'étais gamin, je n'ai pas été à l'école à cause de la guerre. Pour entrer au lycée, à 11 ans, j'ai dû me présenter à un examen. Et sur une classe de 44, il n'y a eu que 4 gosses autorisés à passer cette épreuve. Et seulement 3 ont été reçus, dont moi. 3 reçus. C'était en 1948. Les autres allaient à l'usine, au champ ou dans l'artisanat pour les plus chanceux. Les filles restaient à la maison ou travaillaient aussi à l'usine, où un ouvrier sur 3 était une femme. Toutes mes copines d'enfance à 16 ans s'exclamaient « Vivement que je me marie pour que je sorte enfin de cette usine ». Michel Perrault, professeur au Collège de France et militante féministe, dit clairement que dans ce contexte-là, la maison était le lieu de la sécurité, du confort, de l'attachement. Les hommes qui étaient désignés chefs de famille ne passaient en réalité jamais de temps avec leur famille. Ils travaillaient 10 à 12 heures par jour et les femmes étaient les vrais chefs de famille. Ce que je viens de dire est aujourd'hui impensable parce que la culture a complètement changé et elle évoluera encore. Je pense que la réussite sociale sera moins une valeur et laissera la place à davantage d'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Pendant des décennies, les récits du collectif ont mis en lumière et héroisé les garçons plus que les filles qui faisaient de longues études car la réussite sociale était en haut de l'échelle des valeurs. Cela nous vient de la culture américaine qui valorise tant la réussite individuelle. Pourtant, ce mode de réussite est anti-résilient. L'individu réalise des performances, certes, mais au prix de la dilution des liens de son couple avec ses enfants et de sa santé mentale. Alors, est-ce que cela vaut la peine de réussir à ce prix exorbitant ? Pour tout te dire, je pense que la réussite sociale est un bénéfice à la névrose. Il ne faut pas la confondre avec l'épanouissement. Par ailleurs, dans notre société où l'on a donné des coups de ciseaux au lien social, l'individu est isolé et n'existe plus s'il n'est pas assez performant. Il ne se définit plus que par sa performance sur tous les plans, physique et mental. L'épaule des autres a disparu. L'individu est seul face à son angoisse. Si une personne ne correspond pas aux standards de référence, elle est dévalorisée aux yeux de tous, bonne achetée à la poubelle. Comment ne pas décrocher dans ces conditions ? Pour tenir, certains avalent des tranquillisants pour dormir alors qu'il suffirait qu'ils fassent 1 heure de marche. D'autres prennent des antidépresseurs pour se sentir bien. D'autres encore utilisent du Viagra afin de prolonger leur vie sexuelle. Les psychotropes sont devenus des médicaments de confort. Dès que nos relations familiales ou professionnelles sont défaillantes, on opte pour des béquilles chimiques. En revanche, je parlais tout à l'heure de ce choix durant cette épidémie, de tout tenter pour préserver de quelques années la vie des gens âgés. C'est une décision profondément éthique qui ne va pas de soi comme on pourrait le penser. Il y a une époque que j'ai connue où existait la notion de vie sans valeur. Et dans ce cas-là, on laissait mourir des gens âgés qui n'étaient plus rentables. C'était des vies sans valeur. Le nazisme et le communisme ont très bien développé cette notion de vie sans valeur. D'ailleurs, les vieux ensuite, les débiles mentaux, puis tous ceux qui troublent l'ordre public.
Et l'épidémie de Covid a mis le doigt sur le vrai problème. Il ne s'agit pas seulement de lutter contre la mort, mais d'organiser une nouvelle façon de vivre ensemble. Et quand le virus sera éteint, il doit y avoir des débats philosophiques, techniques et culturels absolument passionnants et probablement passionnés. Xavier, tu as raison d'évoquer ce séisme qui secoue l'échelle des valeurs et signe la fin de la réussite sociale comme seul accomplissement. D'ailleurs, cela renvoie au débat que l'on a connu au début de l'épidémie sur les métiers essentiels et ceux qui ne l'étaient soi-disant pas. Tous les hommes sur la Terre sont essentiels. Qu'est-ce qui est essentiel dans une vie ? La plupart des gens se trompent. Il ne faut pas regarder seulement le côté utile, pragmatique, car ce n'est pas l'essentiel qui est important, mais le symbolique, le transcendant. Le musée est l'essentiel, la librairie est essentielle. On a oublié l'ombre portée, celle qui, en art, prolonge l'objet, l'aspect symbolique du monde. Cela manque cruellement à notre société et cela nous a tellement manqué que lors du premier confinement, à 20h tous ensemble, on ouvrait la fenêtre et on applaudissait. À qui ces applaudissements étaient-ils destinés ? Aux soignants, ces gens glorieux qui accueillaient les malades au risque de leur vie. Mais personne ne savait qui était ce soignant. Un chirurgien ? Une infirmière ? Peu importe. On applaudissait quelque chose de vaste, de flou. On a inventé ce rituel de remerciement comme pour s'adresser à un icône, un ange gardien, une entité bienfaisante. Ce qui me renvoie à Didier Raoult et à cette image de mage tirée du fond des temps qu'on lui a créée avec sa potion magique et ses pouvoirs surhumains. Lors du deuxième confinement, les anges s'étaient envolés. Ils avaient disparu. Le phénomène était intégré, on l'avait en quelque sorte banalisé. Et tandis que pendant le premier confinement on avait goûté à la transcendance et au sacré, stimulé par la peur et l'angoisse sans doute, au second confinement on dégringolait à nouveau dans le profane, le scepticisme et la revendication. À la hâte, on a voulu créer un symbole, une sorte de représentation. On a abandonné l'idée de la médaille des épidémies, trop ringard, trop médecine coloniale. C'était une idée d'analphabète, de communicants d'esprit bas et vulgaire, une méconnaissance de ce qu'étaient les colonies et ces médecins qui se battaient contre d'immenses pathologies qui décimaient les populations. Mais on avait compris le besoin de retrouver du symbole, de la transcendance, en plus de la reconnaissance financière. Boris, en effet, on a perdu les rituels sociaux qui nous permettaient de nous sentir soutenus et protégés par le groupe. Pendant longtemps, les Africains proposaient une sorte de thérapie de groupe aux personnes souffrant de dépression. On faisait venir le sorcier qui réunissait le village et la communauté faisait corps autour de la personne souffrante. Celle-ci voyait que les autres entendaient sa souffrance, lui donnaient un sens et la sécurisaient. L'enfant était supérieur à celui des tranquillisants. Mais je dois tout de même préciser que la tolérance africaine ayant une certaine limite, les malades dangereux finissaient par être amenés dans la forêt et on ne les revoyait plus. L'esprit les avait pris. Plus proche de nous, j'avais parmi mes patients, à la Seine-sur-Mer, des Espagnols qui me disaient arrêter de prendre leurs antidépresseurs quand ils rentraient à Barcelone. Ils me racontaient que là-bas, ils avaient toujours une occasion pour faire la fête, pour se réunir. Les hommes se mettaient aux grillades, les femmes parlaient entre elles et puis tout le monde festoyait. Ils n'avaient pas le temps de penser à leurs problèmes. Mais dès leur retour en France, ils se retrouvaient seuls, isolés, privés du soutien de cette culture populaire. Ils recommençaient à aller mal et reprenaient des cachets. Si aujourd'hui on administre des tranquillisants aux personnes qui souffrent, c'est parce que notre culture ne sait plus entourer les gens qui sont dès lors condamnés à souffrir seuls. Notre culture donne des médicaments efficaces sur les symptômes, là où le lien social fait défaut. Voilà pourquoi il me semble nécessaire de fabriquer de nouveaux rituels, d'interaction, de politesse, de nouveaux lieux de rencontre, de parole et de vie culturelle. Voilà la renaissance que j'espère. N'attendons pas que le virus n'existe plus. Et puis surtout, une politique sociale, relationnelle, affective, associative, artistique est à repenser. Car c'est ainsi que l'on tisse du lien. Xavier, c'est juste. Et cela l'est particulièrement dans un monde où l'écran a pris tant de place. À ce sujet, je voudrais te demander, tu as entendu parler de ces bandes d'ados qui se rencontrent et qui se battent, et un jour, on apprend que tel ado a été tué par d'autres pour un prétexte futile. Mon idée est que parmi cette génération qui a été élevée avec les jeux vidéo, certains vivent dans un monde virtuel, un peu comme dans Matrix. Tu te souviens de ce film ? Nous ne serions au fond que des avatars d'un immense jeu vidéo cosmique évoluant dans un logiciel automatique que des cerveaux électroniques auraient construit avec leur logique mécanique. Shakespeare ne disait pas autre chose à son époque dans Macbeth. La vie n'est qu'une ombre qui passe, un pauvre acteur qui se pavane et s'agite pendant son heure sur la scène et qu'ensuite on n'entend plus. C'est une histoire dite par un idiot, pleine de bruit et de fureur et qui ne signifie rien.
Finalement, ces gamins se persuadent que nous sommes tous des avatars d'ordinateur, que des puissances du bout du monde ont créé des programmes de jeu et que quoi qu'on fasse, on est à l'intérieur. Leur réalité est dans le jeu. Ils se voient comme n'étant pas réellement présents, comme des fantômes de vie. Un gamin, dans cette illusion-là, peut faire mal à un autre et se dire « ce n'est pas un vrai mal, je ne le frappe pas vraiment » et puis, de toute façon, il va se redresser et puis aller jouer dans un autre scénario. Je pense que tout cela est possible parce qu'ils méconnaissent l'impact de ce qu'ils font à autrui. Es-tu d'accord avec ça ? Boris, oui, totalement. Tragiquement d'accord. Xavier. Ces gamins manquent de liens. Ils n'ont pas vraiment de famille, ou en tout cas pas au sens parental. Où est la figure d'autorité qui les empêche de sortir avec un couteau ou un manche de pioche ? Pour faire groupe, ces jeunes de tel quartier ou de tel immeuble ont besoin d'avoir un ennemi commun, qui prend forme dans la bande de l'immeuble d'à côté par exemple, ou dans la figure que représente la police. Ils forment une communauté parce que ce sont des partenaires de jeu, du jeu vidéo qu'ils vivent. Donc, faire venir la police n'est pas la solution. La prison non plus, parce que pour eux, c'est devenu un passage obligé, presque comme un rite initiatif. On peut faire sa prison à l'âge de 14 ans. La dérive, c'est initiatif. Et on a vu des enfants de 6 ans se suicider. Tu entends 6 ans, se suicider par pendaison pour fuir une vie qui n'avait pas de réalité. Tu te souviens du procureur qui envoyait les jeunes détenus en montagne où ils apprenaient la discipline et à surmonter les difficultés ? L'association Le Seuil a créé tout un programme pour les adolescents délinquants. C'est une sorte de pèlerinage laïque, sans portable, sans musique, où tout est mis en place pour que les jeunes reprennent pied dans une réalité autre que celle de leur quotidien dangereux. Le pouvoir résilient de la marche, c'est le credo du fondateur de l'association, l'ancien journaliste Bernard Olivier. David Le Breton, qui est professeur de sociologie à Strasbourg, propose quelque chose de semblable. Accompagné de 2 adultes, il prend 10, 12 jeunes en difficulté sociale et ils partent marcher ensemble. Il témoigne qu'au bout d'une dizaine de jours, il a sociabilisé les 3/4 de ses gosses. Il montre dans ses livres l'importance de se placer un cadre et de l'énoncer. Tu ne peux pas prendre ce chemin parce que tu risques de tomber. On mange à telle heure. On ne peut pas partir trop vite parce qu'on a 8 heures de marche à faire. Tu ne peux pas tout te permettre. Il y a un cadre et les jeunes ne sont plus des avatars, ils sont incarnés. Boris. Ils se sont engueulés, amusés, entraidés et ils sont revenus dans le réel. Un jeune a besoin d'être encadré, il faut une structure, il faut énoncer des interdits. Parce que l'interdit, ce n'est pas l'empêchement, c'est une structure affective. Si tu veux qu'on vive ensemble, tu ne peux pas tout te permettre. Tu peux demander, t'exprimer, mais pas n'importe comment. Donc l'interdit n'est pas seulement la contrainte, cela structure un mode relationnel. Car oui, se sociabiliser demande un apprentissage. Il faut passer du temps avec les autres. Il y a encore 2 générations, les enfants se formaient entre eux. Ils étaient souvent gardés par une grande fille qui avait 12 ou 14 ans et faisait office de monitrice. Les adultes n'étaient pas loin. Les petits les voyaient travailler puisqu'il s'agissait souvent de métiers manuels ou agricoles. Pendant les grandes vacances, jusqu'au mois de septembre, les enfants étaient avec des adultes. Ils les aidaient. Tu l'as sans doute fait aussi. Oui, une des fonctions du gamin dans le groupe social, c'est l'énergie. Boris, maintenant que ce n'est plus le cas, il faut trouver autre chose. Comme David Le Breton qui marche avec les adolescents, il existe aussi des associations qui, avec des bateaux, amènent des gosses naviguer. Xavier, ça me rappelle ce que disait le père Jouan des gamins toxicos qui l'emmenaient en mer. Vous donnez la barre à un jeune et vous restez discrètement à côté. Il est obligé de se débrouiller. Et quand il y arrive, il reprend confiance en lui. En mer, ils ont peur. Alors l'autorité, non seulement ils l'acceptent, mais ils la réclament. Le problème avec les gosses, c'est qu'il faut que ce soit fermé sans l'être. Quand tu es en mer, tu n'as pas l'impression d'être enfermé et pourtant tu ne peux pas t'en aller. Et puis pour qu'ils retrouvent un équilibre, il faut les mélanger. Ça fait du bien des 2 côtés, ça change le regard des jeunes sur les vieux et inversement. Tous les drogués ont un problème affectif à la base et c'est le plus difficile à régler. En mer, ils se font des copains, ils s'intègrent à un groupe, c'est essentiel. Il ne faut pas les traiter en malades ni en assister. Pour moi, cela montre l'importance de s'incarner dans la réalité. Nous ne vivons pas dans un jeu vidéo. Pendant mes études de médecine, j'ai eu quelques mentors musclés, dont mon cher patron, le professeur Huguenard à Créteil, qui m'a appris l'urgence. Il est mort il y a longtemps, mais je l'aime encore car il a tiré de moi le maximum. Ça a marché pour moi parce que je voulais qu'il m'apprécie, qu'il me remarque. Cela s'appelle être dans l'incarnation. Tu ressens les choses, les êtres. Comme lorsque tu marches au mois de mars-avril en Corse, sur les chemins avec les genêts qui éclatent et qui sentent le miel. Boris, exactement. Les maîtres, cela peut être les maîtres d'école, mais aussi les maîtres de marche à pied, de football. J'ai travaillé dans les favelas du Brésil.
Les anciens présidents et probablement celui qui est au pouvoir aujourd'hui envoyaient la police contre les gosses qui traînaient dans les rues et devine quelle était la réaction des gosses. Affronter la police. Xavier, c'est un jeu pour eux. Boris, c'était un jeu et même plus encore, c'était leur fierté. T'as vu un petit peu comme je l'ai pris ? Chapeau lui, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est bon. Et puis en 2011, Dilma Rousseff est arrivée à la présidence du Brésil. Elle a continué le travail de pacification des favelas opéré par son prédécesseur, le président Lula. Au lieu d'envoyer des flics, elle a engagé des artistes et des sportifs. Je l'ai vu de mes yeux. J'étais avec mon épouse qui a d'ailleurs été tellement émue par ces scènes de vie qu'elle en a pleuré. Je me souviens qu'un jour, un danseur a produit un tel effet sur les voyous qu'ils l'ont rejoint pour danser avec lui. Il y avait aussi un guitariste. Tu connais une fille capable de résister à un guitariste ? Le musicien commençait à jouer à toutes les gamines arrivaient. Des footballeurs se sont joints à eux. Tu connais un garçon capable de résister à un footballeur ? Ils parlaient de foot et établissaient un lien affectif. Une fois que ce lien commençait à se tisser, le footballeur pouvait s'adresser aux jeunes. Tu sais, là-bas, il y a une assistante sociale, elle va t'aider. Tu sais, à l'école, on peut t'apprendre beaucoup de choses utiles. En quelques années, la moitié des gosses des favelas a été scolarisée. Alors je vais reprendre ce que tu disais tout à l'heure. La société donne des guides pour sortir de cette violence. Mais s'il manque une structure autour de ces jeunes, ils retombent dans un processus de socialisation archaïque. La fierté d'affronter la bande des flics ou la bande des profs, la fierté d'être violent. Xavier, cela se vérifie tout le temps. Ce comportement d'avant la société, ce sont des pulsions primaires, telluriques, pour s'emparer du territoire, de la domination, de la sexualité. J'ai travaillé en Afrique du Sud, en Russie, en Amérique latine. Partout, ces enfants des rues sont les plus paumés de tous et ils ont tous le même comportement. On dit qu'ils sont déculturés. Pourtant, tout est une question de point de vue et ce que l'on considère comme étant de la culture. Car si tu parles des vedettes de football, je ne sais pas où ils l'ont appris, mais ils les connaissent toutes. Ces enfants des rues, ils vivent dans le présent. Il n'y a pas de passé, pas de futur possible comme espace disponible. Le temps ne s'écoule pas. Je pense à nos sociétés anciennes où il y avait un temps pour semer, pour planter, pour récolter, et puis pour se reposer. Chaque année, on savait que ce rituel allait revenir. Aujourd'hui, nos sociétés n'en ont rien à faire des saisons. Le temps est linéaire, c'est un temps qui ne passe pas. Il n'y a que l'actualité, celle de l'immédiat. C'est aussi la société de l'écran, de l'instantanéité. Et donc, je crois que notre société, notre culture même, s'est coupée du temps. Elle est hors du temps. Et cette notion de rythme nous manque, me semble-t-il. Non ? Boris, oui, je pense. Notre culture, c'est la modernité. Et la modernité n'est pas un facteur de protection. Nous vivons dans une société désynchronisée. Nous avons perdu nos rythmes sociaux, alors on compense en s'accrochant à des médicaments. Les fatigues chroniques dont se plaignent beaucoup de personnes sont parfois de petits états dépressifs qui trouvent en fait leur origine dans la sédentarité dans laquelle nous vivons. Ainsi, les gens sont fatigués par leur travail parce qu'ils se servent beaucoup moins de leur corps qu'avant. L'activité physique provoque la sécrétion d'endorphines qui est euphorisante. Beaucoup de mes patients me disent qu'ils ont arrêté de prendre leurs somnifères depuis qu'ils sont inscrits dans un groupe de marche. Pratiquer une activité physique, parler aux autres, manger équilibré sont des solutions contre l'excès de psychotropes. Évidemment, cela ne marche pas avec des personnes atteintes de schizophrénie ou avec les grands mélancoliques qui ne sont même plus capables de quitter leur lit. La situation que vivent actuellement les femmes est parlante. Elles s'épanouissent mieux que jamais. Pourtant, il n'y a jamais eu autant de dépression maternelle ou féminine. Dans tous les pays du monde, les femmes pensent plus au suicide que les hommes, mais les hommes passent plus à l'acte. Sauf en Asie, où les femmes se suicident plus que les hommes parce qu'elles sprintent tout le temps avant même de devenir mères. Or, on a besoin d'un rythme, on a besoin d'une rencontre, on a besoin de travailler et de se reposer, on a besoin d'être sérieux et de s'amuser. Comme notre horloge biologique interne a besoin du jour et de la nuit. Et que fait la modernité ? Elle supprime ces alternances, elle efface les rythmes. Pour revenir à ces enfants des rues qui vivent hors du temps, je crois que pour avoir le sentiment du temps, il faut que les adultes, leurs aînés, les inscrivent dans un récit. Parce que le récit temporalise. Je suis née à tel endroit, j'ai travaillé, je me suis mariée et j'en parle à l'imparfait. Xavier, oui, et c'est un temps dont je, toi, elle ou il est le héros. On y tient une place prépondérante. Boris, et le récit sert d'étoile du berger. Il nous guide dans nos interrogations, nous fait douter et nous offre la possibilité de nous appuyer sur les mots d'un autre pour définir notre pensée. Quand je travaillais avec les enfants soldats du Congo, je disais aux personnes qui intervenaient avec moi, on ne leur pose pas de questions, on leur raconte des histoires. Et je racontais mon témoignage de la guerre, celle d'Algérie ou du Liban. Ils m'écoutaient avec attention, et puis c'était eux, les enfants soldats, qui disaient ensuite ce qu'ils en pensaient. Ces enfants soldats avaient une dizaine d'années.
12 ou 13 ans pour les plus vieux. Et malgré leur âge et surtout malgré leur expérience de guerre, ils étaient moraux, ils avaient des principes éthiques. Telle chose n'est pas bien, il ne fallait pas le faire. C'est-à-dire que le récit leur permettait de s'appuyer sur un modèle extérieur à eux et de prendre une position par rapport à celui-ci. Pour les enfants des rues dont tu parles, ce que tu dis est vrai. Ils ne sont plus capables de juger, ils sont dans une fuite en avant. Le film que l'on se fait de soi, notre âme, n'est finalement rempli que de ce que les autres y mettent. L'être humain est fabriqué par la culture. Il se construit préverbalement, grâce aux interactions affectives et aux récits que les autres font de lui. Le sens que l'on attribue à notre vie dépend de l'interprétation qu'en fait notre entourage. Quand l'assistante sociale, l'avocat ou le juge dit d'un enfant « Après ce qu'il a vécu, comment voulez-vous qu'il s'en sorte ?», il le maltraite plutôt qu'il ne le protège. Pour ceux qui pensent ainsi, une cause provoque un effet unique, ce qui signifie que si l'on est traumatisé, on est blessé pour la vie. C'est du panurgisme intellectuel. En médecine, on sait que c'est une convergence de facteurs qui déclenche un infarctus. La génétique, la sédentarité, la mauvaise nourriture et le stress. Mais en psychologie, on est encore à chercher la cause de la schizophrénie. Xavier, je suis frappée par ce que tu dis. Cela me renvoie au fait que dans toutes les associations qui apportent de l'aide à autrui, s'il n'y a pas de récit, cela ne marche pas. Il faut un récit dont les gens peuvent s'approprier un petit morceau et retrouver leur place. C'est le cas aussi des entreprises. Regarde toutes ces vieilles boîtes comme l'étaient les PTT ou Ricard. Elles ont toutes un récit avec des personnages qui sont des figures mythiques des origines de l'entreprise. Il y avait des luttes, certes, mais une identité dans laquelle chacun se retrouvait. Je suis d'accord avec toi. On manque de récits et notre société a besoin d'histoire. Un récit doit aussi prendre forme dans l'imagination. Il n'y a rien à montrer, si tu montres, tu brades. Par contre, si tu racontes, tu évoques. C'est ce que disait Jean-Luc Godard au cinéma. Le plus important se passe hors de l'écran, parce que c'est là où les choses se disent. Maintenant, je ne peux plus lire ou voir un Cyrano de Bergerac sans imaginer Gérard Depardieu. Il a pris trop de place dans Cyrano. C'est ce qui arrive quand tu mets un plein d'images et de vedettes. Le récit doit évoquer seulement, et celui qui écoute peut ainsi participer au récit. Est-ce que tu es d'accord ? Boris, tout à fait. Je pense que le lecteur est le co-auteur de l'ouvrage. Devenir lecteur, c'est oser rencontrer quelqu'un qui n'est pas comme soi, oser découvrir un autre monde. Xavier, c'est pour ça que j'aime tes livres. Boris, quand j'étais gosse, j'étais dans une institution où l'on n'avait pas le droit de lire. C'était les méthodes éducatives d'après-guerre. Par bonheur, on transgressait ces règles et on passait des nuits à lire avec une lampe, la couverture rabattue, et c'était délicieux. Xavier, avec les fameuses lampes pigeons ? Boris, oui, c'est ce que j'allais dire. Parmi les ouvrages que j'ai découverts à cette période et qui m'ont marqué, je me souviens avoir lu Cro-Blanc. Il se trouve que l'autre jour, je cherchais une citation ou quelques mots pour illustrer une idée et j'étais sûre de la retrouver dans ce roman de Jack London. Alors je l'ai relu pour la première fois depuis mon enfance et j'ai trouvé cela minable. Il n'avait plus du tout la même saveur. Comment ai-je pu trouver ce livre si épatant ? Parce que quand j'avais 12 ans, j'avais besoin de me nourrir de livres comme celui-là. J'avais besoin que l'on me raconte de belles histoires de triomphe contre la méchanceté des hommes, de triomphe contre le froid, des histoires d'amitié avec un chien qu'on protégeait, qu'on aimait et qui nous le rendait. Il me fallait un récit comme celui-là. Quand j'ai voulu, il y a quelques mois, ressentir les mêmes sentiments, je ne les ai pas retrouvés. Xavier, parce que tu avais fait ton voyage initiatique. Boris, probablement. Xavier, quand on avance, on franchit des paliers et on ne revient plus en arrière. C'est ça la vie, une métamorphose. C'est pour moi le maître mot sur terre. On est constamment en train d'évoluer, on n'est jamais fini. Cela commence dans le ventre de sa mère où l'embryon, on devient fœtus. On devient poisson, reptile, mammifère, préhomme. On va de métamorphose en métamorphose. On entend parfois que des jeunes gens changent, ils deviennent raisonnables. Non. Ils se métamorphosent à la lumière de leurs initiations. C'est pour cela qu'il faut comprendre que les jeunes vont constamment changer, se métamorphoser, et qu'il faut les accompagner dans ce mouvement. Boris. Alors oui, on dit ça dans les théories de l'évolution. Il n'y a pas de marche arrière possible. C'est fait. C'est ce qu'il s'est passé. Quand on a fait une bêtise, on peut s'excuser. On peut chercher à la réparer. On peut même se punir aussi. Ce qui n'est pas toujours une bonne solution. Même si je pense qu'un peu de culpabilité, ça moralise. Xavier. Quand j'étais petit et que je voulais m'excuser d'une bêtise particulièrement remarquable, ma mère corse puissante me disait « Ce qui est fait, même Dieu ne peut pas revenir en arrière ». C'est une impasse théologique, mais pour ma mère, cela voulait dire « Maintenant, on va de l'avant ». Je voudrais parler de ce que l'écrivain Jean-Claude Guibaud appelle la déréalisation du monde. Un beau terme, n'est-ce pas ? Il veut évoquer par ce terme l'effacement du réel et de la chair, à cause de l'usage intensif que nous faisons des écrans. Je crois que c'est une des clés des comportements des enfants qui ne sont pas socialisés.
Parce que ce qui fait notre humanité, c'est la relation concrète et immédiate au corps, au temps, aux autres. Boris. Le mot déréalisation, nous l'employons régulièrement en psychologie et en psychiatrie pour définir une sensation de détachement de son corps ou de ses processus mentaux. Jean-Claude Guibaud a tout à fait raison. Il existe un autre mot que je propose pour compléter ce que tu viens de formuler. C'est le terme anomie. Quand il n'y a pas de structure naturelle ou culturelle, affective ou verbale, on est confus. D'où ton excellent lapsus de tout à l'heure quand tu as utilisé ce terme pour parler du confinement. Ce lapsus disait exactement ce que j'étais en train de penser. Tu vois, la communication de pensée, j'y crois. La preuve, hein. Probablement beaucoup d'aménagements sont à installer dans nos nouvelles manières de vivre ensemble. Tu as parlé des écrans et je crois qu'ils ont apporté une amélioration sans précédent de la communication. Mais il ne faut pas confondre communication et relation. Et si aujourd'hui le travail via les écrans a permis de limiter la casse économique pendant les confinements, on s'est aussi aperçu combien il est fatigant et surtout engourdissant. Parce que ce qui nous stimule, ce qui nous réveille, comme on l'a dit, c'est la rencontre émotionnelle avec un autre, le toucher, le parler, rire ensemble et aussi ne pas être d'accord. Ça fait partie de la condition humaine. C'est ce qui stimule la mémoire des étudiants et c'est ce qui maintient la vigilance des âgés. Une fois que le jeune humain parle et qu'il s'est développé, ce qui fait le lien, ce qui fait la rencontre et surtout ce qui donne sens au malheur qui peut lui arriver, c'est la culture. Ce sont les gens de théâtre, les romanciers, les cinéastes, les psychologues, les philosophes, toutes ces personnes qui fabriquent de la culture, qui fabriquent des mots. Ce sont eux qui vont donner sens à ce que nous vivons et à ce qui nous arrive. Et c'est important parce que le sens que l'on attribue aux choses ou aux événements modifie la manière dont on les ressent. Si un effort a un sens, on le fait. Si un effort n'a pas de sens, ce n'est que de la fatigue. Comme je disais tout à l'heure, le principal tranquillisant de nous, adultes, c'est l'autre familier. Or, la familiarisation de l'autre ne peut se faire que par le travail partagé, le foyer partagé, la culture partagée. La fonction du théâtre, de la littérature, du cinéma, c'est de mettre sur scène les problèmes de la cité, ce que disait le théâtre grec. De nos jours, le cinéma pose des problèmes politiques et philosophiques, passionnants, et cela nous permet, après la séance, d'aller par exemple au restaurant. Et que fait-on en dîner ? Eh bien, on discute, on se dispute, on n'est jamais d'accord, et c'est la fonction de la démocratie. C'est pour cela que chez les anciens Grecs, le théâtre jouait le rôle de fondateur de la démocratie. De la même manière, les histoires pour enfants racontent bien souvent des horreurs, parce que cela a une fonction éducative. Peau d'âne, c'est l'inceste. Le petit Pousset, c'est l'angoisse de l'abandon. Que nous dit Pousset ? Il nous explique que, effectivement, lui aussi avait l'angoisse de l'abandon, mais que l'on peut toujours retrouver ses parents. Tous ces contes d'horreur ont une fonction éducative. J'ai travaillé au Proche-Orient et devine à quoi jouent les enfants ? À la guerre. Le fait de jouer à la guerre a une fonction d'apprivoisement de l'angoisse, d'apprivoisement de la peur. On s'entraîne. Tu serais le méchant, moi je serais le gentil. Tu serais infirmière, je serais blessée, mais tu me sauverais. Le fait d'élaborer des petits scénarios comme ceci leur permet d'apprivoiser l'angoisse. Ces jeux de guerre, c'est comme ces contes d'horreur. Ils ont une fonction sécurisante. Xavier, en effet, avec les changements de perception du monde que l'on traverse, il faut alerter les enfants. Pour l'école, je ne sais pas comment on va s'y prendre, mais dans le futur, il faudra y apprendre le symbole, y apprendre l'amour. L'amour, la première exposition à un film pornographique, arrive la plupart du temps avant 12 ans. Près d'un gamin sur 3, s'il n'est pas surveillé par ses parents, a visionné des films X sans le savoir. Près de 44% des jeunes ayant des rapports sexuels déclarent reproduire des comportements mis en scène par des films pornographiques. Que leur dire après sur le support homme-femme, par le rapport homme-femme ? Je ne dis pas que c'est bien ou mal, car ce qui est bien un jour peut être mauvais le lendemain. Je dis juste que c'est mal jaugé. Il faut que l'école prenne part à cet apprentissage et leur transmette que nous ne sommes pas dans un jeu, que la vie c'est du vrai et que l'on peut aimer des gens. Que mon prochain, s'il n'est pas mon pareil, ne constitue pas que le danger. Il faut leur expliquer que c'est un très bel outil, le virtuel, mais que c'est un outil qui doit rester au service de la vie. J'imagine aussi une école qui guiderait davantage les enfants vers le langage universel des mathématiques, de la physique, et qui s'appuierait sur le sport pour enseigner la vie en commun. Et l'histoire, bien sûr. Comment l'histoire s'est construite, comment les gens ont changé. Observer la violence des anciennes sociétés, les époques où les gens étaient pendus en public. C'était un spectacle, c'était très violent et les gens adoraient. Le méchant était puni et c'était très bien. Regardez comment petit à petit les mœurs ont fini par s'adoucir. Boris, comme tu l'as dit Xavier, il y a toute une politique éducative à repenser et l'école comme l'université doivent effectivement se préparer à de gros changements.
Je te disais plutôt que les confinements nous ont permis d'appréhender le rebond d'attachement qui a eu lieu quand les enfants ont retrouvé l'école, les copains, la maîtresse. En quelques jours ou quelques semaines, les enfants qui avaient développé un petit retard de langage ou scolaire ont connu un rattrapage scolaire sidérant. Pour moi, c'est clair, cela prouve qu'il est inutile de mettre des notes précoces aux enfants, de les punir pour qu'ils apprennent plus vite. On se rend compte que les enfants apprennent plus vite non pas quand ils sont maltraités, mais au contraire quand ils sont sécurisés. Sécuriser un enfant, c'est voir ses résultats scolaires s'améliorer presque instantanément dans les jours, les semaines qui viennent. A l'inverse, le sprint scolaire que vivent les écoliers français est un facteur de stress. En Europe du Nord, où j'ai eu la chance de travailler, des pays comme la Norvège, la Suède et surtout le Danemark, ils ont décidé de ralentir la course aux apprentissages des enfants. Ils ont commencé par remettre en avant la fonction des éducateurs et ont compris que la fonction des parents, c'est d'abord de sécuriser les jeunes. D'abord, ces enfants commencent leur scolarité plus tard qu'en France. La notion de l'école apparaît seulement à l'âge de 11 ans. Pendant les leçons, on ne se concentre pas sur la notion de réussite ou d'échec. Quand quelqu'un échoue, les maîtres lui disent « Ce que tu n'as pas compris aujourd'hui, tu le comprendras demain ». Et cela donne confiance aux enfants. Ce qui n'empêche pas qu'à 15 ans, les enfants scolarisés dans ces pays soient médaillés d'or aux évaluations internationales, aux fameuses évaluations PISA dans toutes les disciplines. Ils sont aussi brillants que les Asiatiques ou les Américains, mais avec un coût humain bien meilleur. Parce que si ces derniers obtiennent des performances scolaires stupéfiantes, c'est un prix exorbitant. Décrochage des garçons, suicide des filles. Ces pays exercent une politique de sprint dont totalement opposée. Et là, c'est autre chose. Certains enfants tiennent le coup, mais beaucoup d'autres cassent. Au Japon, 30% des adolescents décrochent. C'est un chiffre faramineux. Ils préfèrent s'isoler plutôt que de tenter l'aventure sexuelle ou l'aventure sociale, et décrochent complètement. Je crois qu'il faudra beaucoup s'inspirer de ce ralentissement des apprentissages prônés par les pays d'Europe du Nord. J'ai travaillé sur ce sujet pour un rapport remis au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et qui l'a incité à renommer la maternelle l'école de la confiance. Donner de la confiance aux enfants est bien la première mission de l'école, et cela ne peut se produire que si l'on accepte de sortir d'un sprint scolaire qui laisse sur le bas-côté tous ceux qui ne peuvent pas suivre cette course. Car si chaque enfant peut apprendre à se développer à son rythme, tout devient facile pour lui. Il cumule les réussites, gagne de la confiance en lui, et cela stimule son plaisir de faire l'effort d'apprendre. Le ralentissement est également associé à la diminution des enfants par classe. Quand on regroupe 30 enfants par classe, il ne peut pas exister une relation personnelle avec l'enseignant. Alors que si le nombre d'élèves est limité à 16, comme en Finlande, ces relations peuvent se mettre en place. L'école de la confiance va avec la diminution du nombre d'enfants. Dans la suite de la scolarité, il faudrait repenser la prise en charge des adolescents. Car si l'enfant devient autonome à l'adolescence, il doit encore attendre quelques années pour devenir indépendant socialement. Aujourd'hui, l'adolescence dure de 12-13 ans à presque 30. Or, dans cet espace intermédiaire, il n'y a aucune institution pour prendre le relais entre la famille et la société. Les pays d'Europe du Nord ont justement conçu ces institutions intermédiaires. Les jeunes sont encouragés à voyager, faire des stages à l'étranger. Ce n'est jamais du temps perdu de prendre une année sabbatique pour apprendre une langue ou découvrir d'autres cultures. Tout cela améliore l'indépendance sociale. Je crois que la solidarité est un facteur de protection précieux et c'est pour cela qu'il faut mettre les enfants à l'épreuve. C'est pourquoi j'ai fait récemment une proposition au gouvernement. Aujourd'hui, dans ces amphis où sont à 600 étudiants, on ne peut rien apprendre. C'est juste bon pour s'endormir. Moi, étudiant, je dormais déjà très bien en classe et on n'était que 30 ou 40. Les étudiants en France pourraient venir à la fac en pyjama tellement on y dort bien. J'ai donc proposé ce qui se fait beaucoup aux États-Unis, que les vieux étudiants tutorisent et aident les jeunes étudiants. Il y aura des interactions, des identifications, des engueulades et à ce moment-là, la mémoire sera activée, stimulée. Ce n'est pas comme cela que cela peut se produire. Faire cours derrière un écran n'est pas la solution. On le voit bien aujourd'hui avec le Covid et tous les cours sans présence qui se font face à un écran. La mémoire est engourdie. Quand je m'occupais du pôle psychologique de l'école de magistrature de Bordeaux, où les étudiants, dont une forte majorité de femmes, travaillent énormément, j'ai fait des MOOC en croyant leur faire gagner un peu de temps. Les évaluations étaient nulles, les étudiants n'avaient rien appris. On n'apprend rien face à un écran. On apprend quand quelqu'un hoche la tête, quand quelqu'un dit « je suis d'accord » ou « je ne suis pas d'accord », quand notre mémoire s'inscrit dans une relation humaine, parce qu'à ce moment-là, notre cerveau est activé. Les circuits de la mémoire, les émotions sont activés. Il y a autre chose qui va évoluer concernant l'université, c'est l'idée de formation continue. Tu sais que je parlais du concours pour entrer au lycée quand j'avais 11 ans.
Ensuite, le baccalauréat a constitué la principale étape de tri. Puis, ces dernières années, l'université triait la masse d'élèves après la licence. Finalement, il se passait la même chose que ce que j'ai vécu à 11 ans, mais pour des jeunes qui arrivaient à leurs 21 ans. Et comme la crise sanitaire a accentué l'absence de sélection pendant les premières années d'université, de jeunes universitaires m'expliquent en ce moment qu'ils seront obligés de trier au master. Cela va être une injustice pour ces étudiants qui seront éliminés à l'âge de 23-24 ans. Ça va être un sacré problème. L'université va être obligée de se réformer, d'autant qu'il faut prendre en compte le fait que les jeunes qui vont entrer dans la sphère sociale et affective auront 5 ou 6 métiers et 3 ou 4 couples différents tout au long de leur vie. Il va y avoir un changement social énorme. Il va falloir tout repenser. Il faudra probablement donner la possibilité de reprendre lentement la scolarité après les études, donc faire des réformes de l'école. Nous en avons parlé avec Jean-Michel Blanquet, qui organise la Grenelle de l'éducation et qui va proposer la reprise lente du développement. Cela permettra de réapprendre à vivre et de limiter le décrochage, car comme on l'a vu dans les pays d'Europe du Nord, la lenteur permet aux enfants de raccrocher et d'améliorer leurs résultats scolaires. Xavier, oui, il va falloir reconstruire les institutions, et il m'apparaît évident qu'une réflexion sur notre système de santé est nécessaire et urgente, sur les structures hospitalières bien sûr, mais aussi sur notre conception de la médecine. On a déclamé partout, le virus circule et c'est le propre d'une pandémie. On a effectivement circulé dans le monde entier si vite que des générations de virus se sont succédées, une génération toutes les 20 minutes. Lors de ce voyage autour du monde, il a rencontré beaucoup d'immunités différentes. Aussi a-t-il essayé de s'adapter pour vivre, bien que ces mots ne soient pas exacts, car on ne peut pas qualifier un virus de vivant. Il s'agit bel et bien d'un être biologique, mais qui ne peut vivre hors d'une cellule dans laquelle il a pénétré. Pour continuer à circuler, il tente différentes stratégies d'attaque, les variants. Au bout du compte, il mutera si rien ne s'y oppose. Certaines pathologies virales comme le sida ne bénéficient toujours pas de vaccin et à cause de la complexité de la relation de ce virus à l'organisme, cette solution est pour le moment inenvisageable. Mais l'épidémie de Covid a ouvert de nouvelles pistes en attirant notre attention au-delà de la référence pasteurienne utilisée jusqu'alors pour la plupart des vaccins. Aujourd'hui, d'autres champs de la médecine et de nouvelles perspectives s'offrent à nous. Avec les vaccins à ARN messager, on exploite une nouvelle piste qui vient du génie génétique, le travail sur les gènes. L'immunité est un nouveau continent à découvrir. Boris, tu parles de la référence pasteurienne, c'est un sujet très intéressant. Louis Pasteur, qui n'était pas médecin, observait beaucoup les conditions naturelles des transmissions des maladies. Avant lui, Edward Jenner, de 1749 à 1823, avait découvert que l'on pouvait protéger les humains de la variole en leur inoculant une maladie rencontrée chez les bovins, la vaccine, qui était identique à la variole, mais bénigne pour l'homme. Cette découverte reposait sur une circonstance exceptionnelle, à savoir qu'il existait chez l'animal une maladie proche de celle des humains et dont l'agent provoquait une protection chez l'homme. En observant les travaux de Jenner, Pasteur a constaté qu'une petite inoculation provoquait une réaction de défense du corps qu'il n'a pas su biologiquement analyser. Mais il s'est demandé comment reproduire ce contexte de maladie atténuée et c'est ce qui a été le point de départ de la vaccination. Pour moi, il s'agit avant tout de concevoir autrement la médecine. On peut guérir lorsque la maladie est là. C'est ce que la science sait très bien faire. Souvent, pas toujours, mais il existe aussi d'autres manières de concevoir le soin. On peut aussi soigner en luttant contre la délinquance alimentaire, en apprenant à vivre de manière plus saine, en évitant la sédentarité, le diabète, l'hypertension, etc. Tellement de morts pourraient être évitées. Cela paraît évident lorsque l'on regarde les chiffres des victimes du diabète et d'infarctus. Xavier, tout à fait d'accord. Tout un travail est à entreprendre sur la médecine préventive. Prends l'exemple de la sécurité routière. En 1972, on comptait 18 000 morts annuels sur les routes et 380 000 blessés graves. Et cela passait inaperçu. Puis on s'est attaqué aux raisons de cette forte mortalité. Des voitures puissantes, des vitesses excessives, des routes mal fichues, des carrefours mal utilisés, pas de ceinture de sécurité, l'alcool au volant, etc. 40 ans plus tard, on est arrivé à 3000 morts alors que la circulation a triplé. 3000 morts, c'est encore trop, mais c'est tout de même près de 15 000 vies sauvées chaque année. De la même manière, ce qui a été médicalement accompli ces 2 dernières années est prodigieux, mais on aurait pu faire tellement plus. Durant cette crise sanitaire, on s'est aperçu que ce qui faisait office de jauge de l'épidémie, ce qui conditionnait les décisions politiques, c'était le nombre d'entrées dans les services de réanimation. Est-ce que c'est une jauge, ça ? Qu'est-ce que cela signifie ?
Cela veut dire que l'on a indexé nos besoins en fonction des pauvres moyens dont on disposait. À l'étroit, dans notre système de santé, nous avons tout misé sur l'intervention et le soin immédiat. D'ailleurs, c'est une grosse bêtise d'affirmer que l'hôpital est une entreprise. Bien sûr qu'il faut gérer financièrement, mais les pathologies évoluent. Tout d'un coup arrive un virus, une épidémie qui va tout faire sauter. Et nous voilà dépassés parce qu'on n'était pas prêts, ni pour les masques, ni pour les tests. Hélas, en tant qu'urgentiste de formation, je suis obligée de faire mon mea culpa. Mon métier, c'est le temps immédiat, l'action instantanée. Et au-delà des urgences, tout notre système sanitaire est basé en grande partie sur l'immédiateté. Je crois qu'il va falloir en médecine réinventer le temps moyen et le temps long comme le faisaient nos anciens. Comment accompagner les malades, les personnes âgées? Si nul ne peut guérir de la mort, il faut accompagner les gens quand ils sont dans la souffrance et les aider, non pas les guérir, mais les accompagner. Ce que toi, Boris, tu as toujours développé, c'est-à-dire la faculté de réparation. On peut construire sur des cicatrices, on n'est pas toujours des victimes. Malheureusement, il n'y a pas assez de place pour le long terme dans notre système de santé. La formule dit « l'hôpital se fout de la charité ». Or, la charité, c'est l'accompagnement, l'intérêt pour l'autre, l'affection. Et dans les faits, l'hôpital s'est bien fichu de la charité pour devenir un monstre extrêmement efficace, mais un monstre qui n'a pas pris en compte le statut de l'homme, la relation d'humain à humain, du médecin et du patient qui est angoissé, qui sait qu'il va mourir et qui doit affronter cette épreuve. Ainsi, notre système sanitaire ne peut pas se contenter de se concentrer sur sa performance face aux nouveaux virus qui ne manqueront pas d'arriver. Il y a des variants, il y aura des mutants, il y aura d'autres virus. C'est la vie. Ce que l'historien de la médecine Mirko Jmerk appelait la pathocénose. Par ce terme, il explique que la présence et l'importance d'une maladie dans une population donnée, à une époque donnée, dépendent de celle des autres maladies en cours, de l'alimentation, de l'hygiène et des mœurs, comme s'il existait un état d'équilibre des maladies entre elles. Je crois qu'il va falloir développer pour l'hôpital un système sanitaire un peu dérivé du système pavillonnaire pour accueillir des malades atteints de pathologies chroniques ou infectieuses en les isolant. Tu as connu l'hôpital Bichat-Claude Bernard dans le nord de Paris ? Il était conçu un peu sur ce modèle. Mais avec l'ère des antibiotiques, la technologie se développant, on est arrivé par réformes successives à ces modèles modernes type CHU et on a spécialisé seulement quelques établissements sur le modèle infectiologique. En prévision du futur, l'idée est en train de germer chez les décideurs d'éclater tout cela en petites unités séparées. Urgences, psychiatrie, spécialités de toutes sortes, y compris des unités de maladies infectieuses dues au changement d'environnement. Cela éviterait aussi de tomber dans les maladies que l'on nomme nosocomiales, celles que des gens attrapent en venant à l'hôpital. Et l'on encouragerait en même temps, en associant étroitement la médecine de ville avec les compétences du monde psychologique et social qui traitent le long terme. Boris, effectivement, et la pandémie a éclairé une autre vérité. Les services hospitaliers ne peuvent pas fonctionner sans les petits métiers. Pendant des décennies, les patrons ont été glorifiés. Mais nous entrons désormais dans une nouvelle ère. Il faut dès à présent reconnaître l'importance capitale des aides-soignants, des brancardiers et de toutes ces personnes sans lesquelles les services ne peuvent pas tourner. Xavier. Oui, et cela passe par une reconnaissance financière aussi. Le politique n'a pas compris qu'il fallait d'urgence réhabiliter cette fonction de soignant, de tous les soignants, depuis l'accompagnant du grand âge jusqu'au grand docteur, en passant par l'infirmier ou l'aide-soignant. Je pense aussi aux médecins et au personnel qui s'occupent des personnes âgées dans les EHPAD et qui sont considérés en dehors des infirmiers comme une sous-catégorie du soin. Boris. Il y a aussi un autre grand changement qu'il va falloir prendre en compte et qu'on ne mesure pas encore très bien. En médecine, comme dans bien des domaines, les femmes sont en train de s'emparer des postes à responsabilité. Elles occupent entre 70 et 80% des postes de chef de clinique. Je suis ravie de cette évolution. Elles ne veulent rien et doivent cette réussite à beaucoup de travail. Mais cela change complètement la pratique médicale. Je te parlais tout à l'heure du bouleversement des valeurs, du fait que la réussite sociale passe désormais au second plan. C'est tout à fait valable pour des médecins qui, au cours des dernières décennies, travaillent 18 heures par jour au risque de sacrifier leur vie de famille. C'est en train de changer, notamment par la féminisation du métier. De manière plus équilibrée, les femmes ne veulent pas brader leur vie individuelle et de famille, et les hommes suivent cet exemple. Les jeunes médecins s'organisent mieux, trouvent de nouveaux aménagements comme le fait de s'installer dans des maisons de santé. Ils découvrent comment concilier différentes facettes de leur vie. Mais cela a une conséquence sur la société. Il faudrait tripler le nombre de médecins pour accomplir le même travail qu'il y a une génération. Or, si on triple le nombre de médecins, cela entraîne une décision économique et politique. Là aussi, une énorme réforme de la manière de pratiquer la médecine sera indispensable. Xavier, il est vrai que c'est le début de grandes mutations sociales. Tu pressens d'autres conséquences liées à cette féminisation de l'emploi ?
Boris. Actuellement, les métiers n'ont plus de différenciation sexuelle, ou alors c'est très rare et ce n'est pas justifié. Ce que l'on constate, c'est qu'autrefois les pères étaient considérés comme les chefs de famille, mais qu'ils n'étaient jamais parmi les leurs. Les femmes géraient tout. Or actuellement, les pères sont invités à entrer dans les familles et ils découvrent le plaisir de s'attacher, de s'occuper d'un enfant. C'est parfois fatigant, mais c'est très gratifiant et c'est bénéfique à la fois pour l'enfant, pour la femme et pour l'homme. Ce qui veut dire que maintenant, pour les enfants, il faudra continuer ce qui avait déjà été commencé, améliorer encore les relations entre les hommes et les femmes qui ont déjà bien changé et qui continueront à se transformer. De toute façon, toute notre manière de vivre ensemble est à reconsidérer. Le monde tel qu'on le connaît est le résultat de la violence. Les frontières ont été dessinées par la violence, par les guerres. Les croyances se sont imposées par la violence, entre autres avec les guerres de religion. Les contraintes, les régimes totalitaires ont été mis en place par la violence administrative, ce que Hannah Arendt appelait la violence du bureau. Même la langue que l'on parle sur un territoire a été contrainte par la violence. Encore aujourd'hui, on voit que la violence est ce que l'on appelle en biologie évolutive une valeur adaptative, c'est-à-dire que c'est un élément en jeu dans la capacité d'un individu d'un certain génotype à se reproduire. En tout cas, pendant toute la construction de l'humanité, on a pensé une vie sociale grâce à la brutalité des hommes, pas celle des femmes. Si celles-ci sont moins douées pour la violence, c'est parce que cette caractéristique était valorisée chez les garçons. En héroïsant les hommes quand ils étaient violents, la société ne faisait rien d'autre que de les encourager au sacrifice. Pour les femmes, c'était différent. Leur personnalité était sacrifiée à la maternité et par le fait qu'elles devaient servir un homme et des enfants. Il y a des gens qui adorent la guerre, qui érotisent la violence. Il suffit d'aller voir un match de foot, de participer à une manifestation qui dégénère pour s'apercevoir du plaisir que prennent certains. Mais pour moi, l'héroïsme est un signe de pathologie sociale. Quand un peuple a besoin d'un héros, c'est qu'il a besoin d'être réparé d'une humiliation. D'autres personnes érotisent la peur. Regarde le nombre de jeunes qui pratiquent des sports à risque, se jettent par-dessus des ponts accrochés à un élastique. C'est pour érotiser l'angoisse. Cela rappelle les cris dans les manèges à sensation forte. Dans tous les cas, quand certains érotisent ces sentiments intenses de peur ou de violence, d'autres sont au contraire terrorisés par cela. Ils veulent éviter ces sentiments trop puissants et préfèrent se cloîtrer dans leur terrier pour éviter le virus, la guerre, la rencontre dangereuse. On a parlé du syndrome de la cabane vécu par certains après le confinement et de la difficulté à sortir de chez soi pour retrouver les autres après tant d'isolement. Cela n'est pas nouveau. Après la Seconde Guerre mondiale, certaines personnes ont eu beaucoup de mal à revenir dans la vie sociale. Ils avaient eu si peur qu'ils s'étaient cloîtrés chez eux et ne pouvaient plus dire un mot. Certains se sont même réfugiés dans de vraies cabanes dans la forêt et on en a retrouvé longtemps après la fin de la guerre. Xavier. L'écrivain Arthur Koestler fait la différence dans notre vie quotidienne entre vie tragique et vie triviale. Je crois que beaucoup de gens rêvent d'une vie tragique car elle a plus de sens et de défis, en particulier les adolescents qui prennent parfois des risques considérables pour s'y frotter. Dans la vie quotidienne, on mène des vies triviales, on mange, on va au cinéma ou en boîte de nuit. Mais en arrière-plan, la vie tragique a elle aussi ses symboles, celle des héros du quotidien. Finalement, on ne rencontre la vie tragique que rarement, et souvent pendant des crises pendant lesquelles se renferme sur nous la peur triviale et l'espoir tragique. Nous parlions de l'homme-machine de Descartes. Je crois que l'enjeu de demain sera de passer de cette vision mécaniste de l'homme, qui a été extrêmement important pour la médecine, pour notre développement, à la maîtrise de l'homme symbolique, c'est-à-dire apprendre l'altérité, le symbole. Tu évoquais pour les adolescents la politesse et les symboles de rencontre, et cela m'évoque tout ce chemin que Saint-Exupéry appelait l'apprivoisement. On n'arrive pas brutalement dans le domaine symbolique des autres, et comme je le dis toujours, on se développe aussi dans les yeux des autres, c'est-à-dire que les yeux des autres sont notre propre miroir psychique. Non, nous ne sommes pas des utilisateurs, nous ne sommes pas des usagers, nous sommes des humains en développement. Boris. En effet, il faudra tenir compte aussi de ce que tu viens de dire. La science a triomphé de manière légitime, mais aussi parfois de manière abusive. L'homme mathématisable de Descartes a généré beaucoup de prix Nobel qui ont été mérités. Mais il y a aussi l'homme sensible de Pascal, qui joue également un rôle important. J'ai travaillé avec Norman Sartorius, que tu connais peut-être, et qui est l'ancien directeur de la division santé mentale de l'Organisation mondiale de la santé. Il a écrit sur l'importance, bien sûr, de l'aspect technique auquel il ne faut pas renoncer, mais aussi sur le fait que l'homme n'est pas mathématisable et que la parole, la relation joue un rôle très important dans la sécurisation.
Pour la sécurisation des enfants, c'est clair, mais aussi pour la sécurisation entre nous. Et le principal tranquillisant pour nous, adultes, c'est l'autre familier. Or, la familiarisation de l'autre ne peut se faire que par le travail partagé, le foyer partagé et la culture partagée. Par classe.